Bienvenue sur la panafricaine Média. Comme toujours, c'est avec ce même plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief. Le Sénégal a accueilli du 1er au 5 septembre dernier la 19e édition du Forum africain sur les systèmes alimentaires. Le thème retenu a été la jeunesse africaine à la tête de la collaboration, de l'innovation et de la mise en œuvre pour la transformation des systèmes agroalimentaires. À l'occasion de cet événement continental, la question des semences s'est imposée comme un enjeu vital pour les producteurs, les décideurs politiques et autres acteurs de l'écosystème agricole. Ces dernières contribuent à l'amélioration de la productivité agricole, à la résilience et à l'amélioration de la productivité agricole plutôt à la résilience face au climat et à la souveraineté alimentaire. Quelle contribution des semences paysannes pour la résilience, la souveraineté et la durabilité des systèmes alimentaires? Quelle collaboration entre organisations paysannes et chercheurs pour des systèmes agricoles performants? Le développement en première partie d'émission. En seconde partie du débrief, nous parlerons d'agroécologie qui redonne le pouvoir aux communautés de définir leur propre système alimentaire. Sa pratique s'appuie sur des connaissances et pratiques agricoles traditionnelles combinées souvent avec des approches modernes. Cette forme d'agriculture durable, souvent portée par les producteurs, offre une réponse aux enjeux actuels des sociétés africaines en produisant plus de 90% des denrées alimentaires. Quelle place de l'agroécologie pour la souveraineté alimentaire du continent? Comment l'agroécologie permet-elle aux pays africains de relever les défis de le développement? En seconde partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, Madame Abs Mbouet, vous êtes du secrétariat de la DITAES, la dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal. Merci d'avoir bien voulu répondre présente à notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci de nous avoir sur ce plateau-là. Et merci également à votre co-débatteur, M. Famara Diédhiou. Vous êtes chargé de programme à l'AFSA, l'Alliance pour la souveraineté, chargé de programme Afrique de l'Ouest plus particulièrement pour l'AFSA, l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique. Merci également, Famara, d'avoir bien voulu répondre présent à notre invitation. Bonjour, M. Sow. Bonjour, Medi 1 TV. Nous sommes aussi très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Et tout le plaisir est pour nous également de partager ce plateau avec tous les deux. J'en reviens à Absa. Quelle lecture est-ce que vous faites, Absa, aujourd'hui des systèmes alimentaires auxquels nos États, en tout cas des systèmes alimentaires actuels de nos États africains? J'ai rappelé tout à l'heure qu'il y a une rencontre continentale qui s'est tenue à Dakar sur la question. Alors, merci beaucoup pour la question. Je pense qu'elle est assez vaste aujourd'hui, mais de manière globale, on peut déjà revenir sur, en tout cas, des éléments qui sont assez généraux et partagés entre nos pays africains. Notamment, aujourd'hui, nos systèmes alimentaires sont fragiles. On fait face à des dépendances aujourd'hui, que ce soit en termes d'insécurité alimentaire, avec des importations qui sont quand même assez majeures. Pour le cas du Sénégal, selon les propos du ministère de l'Agriculture, on est à 1070 milliards d'importations par année. Au-delà de cette importation de produits à consommer, mais on est également dépendant pour les intrants de production, donc les éléments de base productive, notamment les semences, je pense, qui seront discutés ici, mais également d'autres éléments comme les engrais et d'autres éléments. Donc pour revenir de manière globale, on va dire qu'on est dans des systèmes alimentaires qui sont fragiles, peut-être dû à des orientations politiques, des choix politiques, mais on est également dans un continent et dans un pays où il y a justement beaucoup de potentiel et beaucoup de possibilités à redresser cette situation-là si les politiques publiques et les orientations des acteurs convergent vers des solutions plus adaptées et plus pertinentes. Et justement, par rapport aujourd'hui à ces politiques publiques dont vous avez parlé, qui fragilisent en partie également nos systèmes alimentaires, en tant qu'acteur ou bien qu'actrice non étatique, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de ces politiques publiques menées en termes agricoles, dans le domaine agricole plutôt? Alors, pour le cas du Sénégal, on va dire qu'on a un cadre politique qui peut rendre perplexe ou mitigé concernant les politiques agricoles. Donc, il y a
des orientations qui sont données. Si on prend la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale qui cadre un peu toute la politique agricole ou bien toute l'orientation agricole du Sénégal, donc qui a des orientations qui résonnent quand même avec les besoins au niveau national, que ce soit lié à la professionnalisation, aux conditions cadres ou encore même à des aspects de dialogue. Maintenant, la lecture qu'on en fait depuis plusieurs décennies aujourd'hui, c'est qu'il y a des soucis majeurs par rapport à l'implémentation, donc la mise en œuvre, l'opérationnalisation des politiques, peut-être à l'échelle la plus communautaire et à l'échelle la plus localisée, qui en général est l'échelle la plus centrale et le levier de ces activités ou du développement agricole de manière générale. Ce qui en appelle en tout cas à une meilleure implication de ces acteurs-là à la base aujourd'hui pour qui ces politiques publiques-là sont mises en œuvre. Et Famara, selon vous, quelle a été la contribution de ces acteurs non étatiques que vous êtes également à ce forum qui a eu lieu à Dakar, un forum africain sur les systèmes alimentaires? Ok, je vais d'abord commencer par soutenir quelques éléments qu'elle a évoqués ici, en disant que comme nous parlons d'alimentation et on parle de l'alimentation de l'Afrique, l'Afrique étant les pièces détachées ou bien les pièces connectées que sont les pays, effectivement, il est bon qu'à un certain moment de l'histoire, qu'à un certain moment de notre évolution, que l'on puisse s'arrêter et réfléchir sur les systèmes alimentaires dans lesquels nous sommes engagés, ou bien que nous voulons mettre en place, ou bien que nous voulons soutenir. C'est un des deux, parce que avant même ce forum, il y avait des systèmes alimentaires qui sont là. Tout à fait. Si nous sommes dans des États, dans des pays, dans des institutions comme l'Union africaine, effectivement, soit on soutient ce qui est là, ou bien soit on l'améliore, ou bien on amène quelque chose de nouveau. Donc il était important qu'à un certain moment, qu'on puisse s'arrêter et réfléchir là-dessus. Ce 19e, ça montre que depuis un bon moment, les gens sont en train de réfléchir là-dessus. Maintenant, quand on parle d'alimentation, oui, c'est au sens strict du terme, c'est effectivement mettre quelque chose dans le ventre. Si on va un peu plus loin, ça devrait être de la nutrition, mettre quelque chose dans le ventre, que ça puisse être important pour le corps, notamment sur les questions de santé. Avant d'arriver à la santé, donc c'est les vitamines que ça nous amène, les minéraux que ça nous amène, etc., etc. Quand il a parlé de politique agricole, quand on prend les systèmes alimentaires, effectivement, il y a la production agricole, il y a les questions de transport, il y a les questions de transformation. Elle a parlé d'importation, donc il y a le ministre du Commerce qui entre en jeu. Quand on parle de production, il y a la protection des cultures. C'est pourquoi il est important, nous sommes d'accord qu'il est important de s'arrêter pour réfléchir. Les hommes, c'est la réflexion, c'est pour trouver des solutions. Maintenant, la production agricole, qu'elle soit végétale ou animale, mais quand on se limite sur la partie végétale purement, il va y avoir de la protection des cultures. Cette protection des cultures, on la laisse normalement, on la dédie, en tout cas en grande partie, dans un pays comme le Sénégal, au ministère de l'Environnement. Et ensuite, quand il y a insuffisance de produits agricoles, alimentaires, ce n'est pas le ministère de l'Agriculture qui s'en charge pour les amener ici, c'est le ministère du Commerce, après avoir été en lien avec un autre ministère peut-être. Donc nous voyons que pour parler des systèmes alimentaires, le minimum qu'on puisse inclure, c'est le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le ministère du Commerce, le ministère de l'Environnement. Et donc, est-ce qu'on ne devrait pas parler plutôt, au-delà des systèmes alimentaires, quand on vient sur les politiques, on ne devrait pas parler de politique alimentaire? Parce qu'il se peut que le ministère de l'Agriculture choisisse quelque chose pour dire voici ce qui est bien. Le ministère de la Santé, y compris derrière donc la question nutritionnelle, se disent qu'il faudrait s'arrêter à ça. C'est ça qui est bien. Mais le ministère du Commerce, pour une raison ou une autre, soit, je vais utiliser le mot bafouer, va bafouer ces questions de phytosanitaire, ignore ces questions nutritionnelles et fasse importer quelque chose qui pourrait ne pas être la meilleure pour les populations sénégalaises ou africaines. C'est pourquoi, dans ce forum sur les systèmes alimentaires, si on doit parler d'enjeux
ou bien d'orientation stratégique, est-ce qu'on ne faudrait pas aller dans une réflexion pour dire une politique alimentaire africaine? Et justement, par rapport à ce point que vous soulevez, est-ce que cela n'en appelle pas à autre chose? Par exemple, une harmonisation des lettres de politique sectorielle de ces différents ministères aujourd'hui qui ont en charge la question? Justement, c'est là où je rejoins encore une fois ma collègue Absa, cette question de lettres de politique sectorielle. Oui, on parle de secteur. Effectivement, il y a quelques instances qui les permettent de se réunir, mais ça devrait être beaucoup plus fort que ça. Nous pensons que ça a été mis juste des petites sections dans le ministère qui permettent de les mettre ensemble, mais il faudrait que ce soit beaucoup plus solide que ça, qu'ils sachent que, ou bien que nos ministères, que nos institutions aient en perspective que la finalité, c'est par exemple une bonne alimentation, une bonne nutrition. Et que c'est pour cette raison, cette question alimentaire, elle n'appartient pas seulement au ministère de l'Agriculture, elle n'appartient pas seulement au ministère de la protection de l'environnement, etc. Mais c'est ensemble, nous devons définir une chose et que l'on ait une communication vraiment horizontale. Donc cette question de l'aide politique sectorielle, il faudrait aller au-delà. Et j'aimerais vous interpeller également, Absa, en tant que membre de cette dynamique-là, la DITAES, qui est la dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal. Quelle place occupe au niveau de votre dynamique la promotion et la conservation des semences, surtout les semences locales? Alors aujourd'hui, si on regarde le travail que la DITAES fait, il est articulé justement autour de 4 axes d'orientation. Donc je ne vais pas développer les 3 autres, mais le premier axe sur lequel nous travaillons, c'est ce qu'on appelle amélioration et sécurisation des bases productives. Et cette question d'amélioration et de sécurisation des bases productives, nous nous sommes arrêtés dessus comme premier axe d'orientation après un diagnostic national, donc à l'occasion de la première caravane que la DITAES avait organisée en 2019 et qui montrait de manière claire que pour développer des systèmes alimentaires durables, des systèmes de production, il faudrait qu'on puisse sécuriser ces éléments-là relatifs au foncier, à l'eau, mais surtout à la semence. Et par semence, comprendre semence du secteur ASPH, donc agro-silvopastoral et halieutique. Ça peut être la semence, la graine, ça peut être la semence, l'insémination, ça peut être d'autres formes de semences, donc des boutures ou autres, pour dire que on se rend compte aujourd'hui qu'on ne peut pas produire si on n'a pas cette base-là. Et l'orientation qu'on a aujourd'hui au niveau de l'agroécologie de manière générale, c'est qu'elle est également fondée sur ce respect de la biodiversité, mais ce respect de la biodiversité articulé aux réalités endogènes. Donc la question des semences, ce n'est pas une question nouvelle. En Afrique et dans le monde, les populations ont produit sur plusieurs décennies, des ères, on va dire, des centaines d'années, en ayant des systèmes de production qui ont été pérennes. Et donc, en revoyant bien et en revisitant même l'histoire du Sénégal et en voyant les processus de recherche, aujourd'hui, quand on fait de la production de semences, on s'inspire beaucoup des pratiques endogènes à travers la sélection massale. Et donc, nous, on pense que ces pratiques-là qui existent, ces systèmes de production et de conservation des semences et de dissémination qui sont déjà acquis au niveau endogène ne devraient pas être laissés en rade dans le processus de développement et d'autonomisation semencière. Donc ça veut dire que pour nous, au niveau de la DITAES, aujourd'hui, le travail qu'on fait par rapport aux semences au niveau local, parce qu'on a des émanations locales qu'on appelle les DITAEL, c'est de pouvoir mettre en collaboration cette connaissance et cette science endogène de production et de conservation des semences ou d'autres aspects liés à l'agroécologie, en les mettant en articulation avec la science qu'on va dire moderne ou académique pour trouver un terrain commun de développement de solutions. Et nous reviendrons tout à l'heure sur la nécessité même de valoriser ces savoirs endogènes dont vous parlez. Vous parliez également au tout début du développement de la base de productivité, que ce soit l'eau, les semences, l'accès à la terre également. À votre niveau, les agriculteurs, autant pour moi, que vous avez eu à rentrer ou avec lesquels, en tout cas, vous avez eu à collaborer, quels sont les défis auxquels ils font face, surtout pour cet accès à l'eau, cet accès également à des semences ou bien
même l'accès à la terre également, qui est un véritable souci, surtout avec l'urbanisation également galopante. Alors les défis sont assez nombreux. Donc par rapport, si on reste sur la terre, l'eau ou les semences, donc si on prend les deux premiers, la terre ou l'eau, la question du foncier, je pense aujourd'hui, elle repose sur la loi sur le domaine national, donc qui a déjà établi plusieurs formes de terres. Et donc en général, les terres qui sont le plus considérées ou bien qui sont le plus concernées concernant les exploitations agricoles familiales, c'est les terres du domaine national. Et donc on se rend compte qu'il y a cette question-là de sécurisation de la terre qui revient assez souvent. Au niveau local, il y a en général le droit coutumier qui prévaut. Donc lorsque on est dans une zone, disons, qui n'est pas encore sujette à une démographie galopante ou bien en tout cas une assiette foncière qui est en train de se réduire, on assiste moins à des conflits, à moins que ce soit une zone de conflit agriculteur-éleveur ou qui crée un autre souci. Maintenant, dans des zones où aujourd'hui la population, elle augmente, elle va continuer à augmenter, l'assiette foncière, elle ne va pas s'augmenter. Donc déjà, il y a ce souci de démographie, il y a également ce souci d'aménagement territorial et il y a également ce souci-là lié finalement à la... comment on va dire, lié à la dégradation de la terre due au changement climatique. Par exemple, on voit des érosions, on voit des sécheresses. Donc pour quelqu'un qui est dans une production agricole, ces ensembles de facteurs-là font qu'il a un souci aujourd'hui pour pouvoir optimiser déjà la terre de production, mais également y accéder et la sécuriser. Donc par rapport aux semences également, il y a cette question-là de l'accessibilité en soi. Donc aujourd'hui au niveau du Sénégal, il y a des programmes de développement de semences avec la recherche. Donc dans l'amélioration variétale, il y a des semences certifiées qui sont distribuées ou subventionnées, mais pas pour toutes les spéculations déjà. Et pour les semences qui sont aujourd'hui en tout cas distribuées, quelquefois il y a un défi économique. Donc pour le coût, pour y accéder, il y a des fois un défi encore sur le registre, on va dire, ou bien de bases de données qui font que certains producteurs ne sont pas ciblés forcément ou bien ne vont pas en bénéficier. Après, d'autres points qui sont peut-être liés à la maîtrise maintenant technologique. Parce que des semences qu'on produit soi-même, on maîtrise un peu, on va dire, son écologie. Par contre, des semences... J'aimerais qu'on reste avec cette question des semences, la production des semences. J'aimerais qu'on reste sur ce point-là. Famara, on entend très souvent parler, surtout en termes de recherche, on entend très souvent parler de semences certifiées, de semences de qualité et autres types, en tout cas, de semences. Ces semences-là, sont-elles certifiées ou de qualité et consorts? Par rapport à quoi? Merci beaucoup. Vous savez, le terme semence certifiée, quelquefois, ça me fait rire un peu, mais aussi quelquefois, ça mérite, pour ne pas dire ça m'énerve. Parce que la certification, quand même, c'est juste s'assurer qu'on a respecté un certain nombre de normes ou bien de critères. Et par rapport à ça, à ces normes et ces critères qui sont établis, si quelqu'un ou bien un processus respecte ces normes et ces standards, on dit on est certifié. C'est certifié. Par rapport à des normes bien déterminées. Et celui qui est sorti de ce processus, on l'évalue par rapport à ces critères. Je vais sortir un peu de la question agricole. On l'amène un peu à l'extérieur, dans la vie courante, pour ensuite, tout le monde, nous tous, y compris ceux qui sont en train de nous suivre, comprennent un peu. On peut avoir un élève qui a suivi l'école française. À un certain niveau à un certain moment de son cursus, il va avoir un certificat. Au Sénégal, on l'appelle CEP ou CFE. Au même moment, un autre élève, lui, il fait l'école coranique ou arabe.
à un certain moment, il va avoir son certificat. Il a aussi certificat. Donc tous les deux sont certifiés. Quand on vient pour les évaluer, chacun, on va l'évaluer dans son système. Selon ses critères. On ne peut pas prendre l'un et aller l'évaluer dans l'autre pour dire qu'il n'est pas certifié. Donc cette question de semence certifiée aussi, il y a un minimum de critères qui ressortent. Quand on dit semence de qualité, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas la qualité. La qualité pour Absa peut être la couleur. La qualité pour moi, Famara, pourrait être le goût. La qualité pour vous, Monsieur Sow, pourrait être la quantité de production, ou bien la productivité, ou bien le taux de germination. Donc tout le monde, que ce soit paysan, que ce soit chercheur, que ce soit le président de la République, il aime la qualité. Donc quand on nous demande, quand on a mis sur la table des semences, la question des semences certifiées, il faudrait dire certifiées par rapport à quoi? Pourquoi on le dit? Parce que quand on dit semences certifiées, on est en train de dire qu'il y a d'autres semences qui ne sont pas certifiées. Quand on dit semences de qualité, indirectement aussi, on est en train de dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de semences de qualité. Mais si on reste dans le même système qui a permis de certifier, effectivement, on peut les évaluer entre eux. Et ça, ces semences-là, c'est nous ce qu'on appelle soit les semences commerciales, les semences hybrides, ou entre guillemets semences conventionnelles, ou bien qui sont issues de la recherche pure et dure. Et d'autant plus que des semences ont existé depuis des centaines d'années, voire même des millénaires, puisque les producteurs également, ici au Sénégal, on voit également beaucoup de producteurs qui gardent en tout cas cette méthode traditionnelle de production de leurs propres semences issues de leur production de l'année précédente. Effectivement, nous avons commencé à cultiver, nous avons mangé, nous tous, avant que ces semences certifiées ne soient là. Il est effectivement important qu'il y ait de la recherche pour connaître quelles sont les ressources dont on dispose et quel type d'amélioration on peut faire sur ces semences-là. Nous ne sommes pas contre l'amélioration. Donc, quand on améliore, on fait des recherches, on fait une réglementation pour celui qui est en train de faire la recherche, c'est très bon. Là où le bas blesse, c'est qu'en faisant cette réglementation, en faisant cette recherche, on est en train de discriminer ou bien même de criminaliser l'autre partie qui pourtant est majoritaire. Je m'explique à ce niveau. S'il y a 100 semences ou bien 100 kg de semences utilisées au Sénégal ou en Afrique, il n'y aura pas 30 kg, c'est moins de 30 kg qui sont issus de ces semences dites certifiées ou bien de ces semences dites améliorées. Et pourtant, la quantité ou bien les montants en termes d'argent qui sont investis pour produire ces semences, pour les faire distribuer, pour les sécuriser, etc., sont immenses. Il suffisait de mettre peut-être le tiers ou bien le cinquième de cet argent-là auprès des systèmes qui ont existé et qui continuent à exister et existeront pour que cette question d'accès aux semences, pour que cette question, en tout cas de sauvegarde de notre patrimoine génétique et de son amélioration puisse exister. Parce que cette question d'amélioration, elle n'est pas exclusive à la recherche. Les semences qu'on appelle semences paysannes, que détiennent nos parents qui n'ont pas accès à la technologie, cette technologie qui n'est pas indispensable, elle s'améliore en réalité. Pourquoi on dit qu'elle s'améliore? Vous prenez une semence de 1000, de n'importe quel nom que vous aurez donné ici, celle de 1800, qui est cultivée dans une famille, jusqu'aujourd'hui en 2025, vous verrez qu'il y a des différences. Donc cette semence, elle fait de l'amélioration naturelle en fonction des conditions dans lesquelles elle est. Il y a une amélioration naturelle. C'est pourquoi on dit quelque part que l'agroécologie est intelligente face au climat. Ce qui témoigne en tout cas de certains avantages et atouts présentés par ces semences paysannes-là, qui présentent certaines caractéristiques également assez particulières. J'aimerais interpeller Absa avant qu'on termine avec la première partie. Les semences paysannes sont souvent produites également par les producteurs eux-mêmes. Famara a rappelé tout à l'heure le procédé. Dites-nous comment promouvoir la reconnaissance et la valorisation de ces connaissances traditionnelles dont vous parliez tout à l'heure et autres savoirs endogènes. Alors, déjà,
Je pense que les reconnaître aujourd'hui devient de plus en plus vital et urgent à cause de ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Donc aujourd'hui, le travail qui est en train, en tout cas, d'être fait, il y a cette promotion. Donc il y a un travail de promotion aujourd'hui qui est fait par certains des membres de l'ADITAS, dont l'ASPSP, donc qui est l'Association sénégalaise de promotion de semences paysannes, à travers l'organisation par exemple de foires. Pour promouvoir les variétés de semences paysannes existantes pour que non seulement on puisse les faire connaître aux acteurs du secteur, mais également pour affirmer leur utilité. De l'autre côté, en termes de ce qu'on peut faire aujourd'hui pour promouvoir également, c'est qu'il faudrait qu'on puisse, de notre côté, faciliter le processus, l'accès au processus de production, de multiplication. Donc en ce sens-là, il y a des initiatives qui existent. Aujourd'hui, il y a un centre de connaissances de promotion, un centre de connaissances sur l'agroécologie qui a documenté un ensemble de processus, dont des processus relatifs à la promotion de semences paysannes qu'on a pu regrouper sur des méthodes diffusables assez faciles, que ce soit sur des méthodes audiovisuelles, donc des supports audiovisuels, des fiches, des dessins, mais également voilà, des documents un peu plus fournis pour montrer les processus de production de ces semences-là pour qu'on puisse les pérenniser. Donc je pense que il y a pérenniser les processus de production à travers un centre également sur l'agroécologie. L'agroécologie et ses avantages, ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde partie de votre émission Le Débrief. Famara, votre structure, l'Alliance pour la souveraineté alimentaire AFSA, a organisé à Addis Abeba en octobre 2024 le premier sommet de 1000 jeunes africains sous le thème jeunesse africaine. La jeunesse africaine plutôt montre les opportunités agroécologiques pour s'adapter à la crise alimentaire. Quelle lecture est-ce que vous faites de ce rôle-là joué par les jeunes africains pour la promotion de l'agroécologie sur le continent? Merci beaucoup. Avant de venir sur cette question, j'aimerais insister sur un petit élément dont on a discuté tout à l'heure. Lequel? La première chose, c'est que les semences, comme tout être vivant, évoluent naturellement en fonction de leur contexte. La deuxième chose, c'est sur cette question de reconnaissance juridique, légale ou politique des semences paysannes ou bien des systèmes semenciers paysans. Pourtant, il y a des dispositions internationales auxquelles des pays comme le Sénégal ou bien la majeure partie des pays africains ont souscrit ou bien ont signé. Le premier, c'est le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, pour l'agriculture et l'alimentation. En cours, on l'appelle TIRPA. Dans ce traité international, il y a des articles qui sont très clairs sur la nécessité et le besoin ou bien forcer nos gouvernants, nos États à mettre un espace pour promouvoir ces semences. Malgré ça, on signe, mais on ne respecte pas. Néanmoins, on est dans ce dialogue. La deuxième chose, et qui est beaucoup plus récente, au cours de 2018-2019, c'est avec l'UNDROP, c'est une convention ou bien une déclaration des Nations Unies qui dit effectivement le droit des paysans sur ces semences, y compris les semences qui sont issues de la recherche, parce que le matériel de base n'appartient à personne, c'est un matériel naturel et qui souvent est entretenu par les paysans, donc ces dispositifs. Heureusement, avec le travail des organisations qu'elle vient de citer, des organisations comme l'Association sénégalaise des producteurs de semences paysannes, ça c'est au niveau du Sénégal. Au niveau ouest-africain, le comité ouest-africain des semences paysannes et beaucoup d'autres organisations comme ATP en Tunisie, le RAD en Afrique centrale, etc. à travers l'Afrique. Le législateur ou bien le décideur ne pouvait pas rester insensible. Et en conséquence, en 2023, l'Union africaine a commissionné une étude pour savoir cela dont ces gens sont en train de parler, c'est quoi? Et on s'est rendu compte qu'effectivement, la majeure partie des semences utilisées sur le continent viennent des systèmes semenciers paysans. Conclusion, dans le processus du programme détaillé de développement de l'agriculture africaine, il y a un objectif clair qu'il faudrait
formalisé qu'il faudrait soutenir les systèmes semenciers paysans. Pour faire donner vie à ça, il y a aujourd'hui un projet de cadre politique pour le développement des systèmes semenciers paysans qui va être validé et faire partie intégrante du prochain PDDA, la déclaration de Kampala, qui nous prendra de 2026 à 2035 et donc les systèmes semenciers paysans. Mais reste un autre défi Famara également à relever, c'est la domestication de ces différents textes, traités et autres conventions également, soit signés ou ratifiés par ces pays. Il reste également à les domestiquer au niveau national pour en arriver à ce que vous dites là. J'aimerais maintenant que vous réagissiez également sur l'autre question sur laquelle je vous ai interpellé par rapport à la contribution des jeunes à la promotion de l'agroécologie. C'est là où nous sommes en train de venir effectivement. Maintenant, AFSA, Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique, c'est l'une des plus grandes plateformes, pour ne pas dire la plus grande plateforme aussi aujourd'hui au niveau de l'Afrique, qui promeut la souveraineté alimentaire basée sur l'agroécologie. Et parmi notre rôle, principalement, c'est contribuer à influencer les politiques. Et dans notre rôle, c'est le travail que nos membres, les membres de nos membres, parce que nos principaux membres, c'est des alliances multi-pays ou bien des réseaux multi-pays. Donc c'est les amener, travailler avec eux pour qu'on puisse élever la voix un peu. Et maintenant, en travaillant avec les jeunes, aujourd'hui, nous savons que jeunesse, systématiquement, ou bien l'autre penchant, c'est aller vers les technologies, y compris vers les technologies agricoles, les biotechnologies, etc., etc. Sachant que la jeunesse, c'est l'avenir, tout le monde le sait, il était important que l'on mette en place un dispositif d'échange entre anciens et jeunes pour que les connaissances passées ne disparaissent pas. Parce que l'agroécologie, parmi ses piliers ou parmi ses éléments, il y a la co-création de connaissances. Alors que le camp d'en face, si on dit le camp d'en face, c'est l'industrie, l'hyper-industrie, les multinationales, voudraient bloquer la connaissance, disant que la connaissance, il faut plus venir au niveau de l'ordinateur, etc. Donc en travaillant avec les jeunes, c'est préparer une nouvelle génération qui va défendre, qui va promouvoir les principes de l'agroécologie, les connaissances traditionnelles, etc., y compris les connaissances sur les semences. Nous avons commencé, ce n'est pas seulement avec les jeunes et l'agroécologie, mais dans différents domaines, les semences, l'alimentation, l'agroécologie de façon globale, et récemment avec les cuisiniers qui sont dans les grands hôtels pour leur dire que au finish, c'est de l'alimentation. Et on s'est alimenté avant l'alimentation industrielle. Il faudrait promouvoir ça. Former une génération de jeunes enracinés, en tout cas, au niveau des pratiques endogènes et autres pratiques traditionnelles, surtout agroécologiques, mais tout à fait ouverts également à l'innovation, mais tout en respectant, en tout cas, l'environnement et la nature. Et pour faire face à ces défis aujourd'hui sanitaires, environnementaux et même économiques liés à l'usage intensif de ces produits chimiques et agricoles dont on parlait tout à l'heure, Famara, de plus en plus d'États africains également commencent maintenant à comprendre et à miser davantage sur l'agroécologie. La pratique de cette forme d'agriculture durable constitue-t-elle aujourd'hui une alternative crédible et durable face à l'agro-industriel qui gagne de plus en plus du terrain? Alors, merci beaucoup pour la question. Je pense qu'en général, quand on me pose cette question-là, je la retourne toujours à la personne qui me l'a posée pour lui demander, on est, nous, indépendants depuis les années 60, d'autres pays, on va dire beaucoup plus avancés, ont expérimenté également des systèmes de production productivistes, vous m'excuserez la répétition, et on se rend compte aujourd'hui au niveau global, comme Famara le disait à son propos d'introduction, que tous les systèmes de production et tous les systèmes alimentaires ressentent ce besoin-là de pause, de faire une pause et de faire une rétrospective pour comprendre vers quoi on va. Donc si on revient sur la question, déjà c'est pour ce que j'essaie de dire en début, c'est pour demander est-ce que l'autre forme de système de production arrive aujourd'hui à relever les défis alimentaires globaux? Pas du tout. Donc ça c'est la première question. Et on a développé plutôt qu'avant d'arriver à tous ces défis, on avait un système de production en tout cas qui nous permettait d'y arriver. Donc pour clarifier, quand on parle d'agroécologie, on ne dit pas qu'on retourne vers le passé, mais on dit qu'on s'appuie sur des principes
écologiques, des interactions écosystémiques et différents autres principes basés sur des dimensions justement environnementales, économiques, sociales, culturelles. Donc, si aujourd'hui on revient sur est-ce que l'agroécologie nous permet d'atteindre la souveraineté alimentaire ou bien est une solution pertinente, ma réponse elle est clairement oui, basée sur plusieurs éléments. Aujourd'hui, rien que sur la question de ce qu'on discutait plus tôt, les bases productives, qui est un élément majeur dans la production agricole au niveau africain, on se rend compte que la question de la dégradation des terres aujourd'hui, elle est très transversale. Et sur la question de la dégradation des terres, on a discuté du question foncière. On a dit que l'assiette foncière ne va pas s'augmenter, donc les terres ne peuvent plus être étendues. On se rend compte qu'elles sont dégradées, soit par des faits naturels, avec des changements climatiques, soit par des actions anthropiques, dont la production agricole dite conventionnelle. Donc on se rend compte que l'alternative aujourd'hui, par exemple, que l'agroécologie pourrait proposer pour ce fait spécifique-là, c'est la restauration des bases productives à travers justement une forme d'agriculture dite régénérative, donc soit en ayant une association culturelle, en ayant une installation d'arbres dans le système de culture, ou bien en ayant la production basée sur l'amendement organique, bref, plusieurs principes. Mais si l'on resterait sur ce point que vous êtes en train de développer, est-ce que la solution serait donc juste un retour à l'agroécologie, ou bien aujourd'hui allier cette agroécologie avec cette forme d'agriculture dite conventionnelle? Donc, vous me direz que tout dépendra maintenant de ce qu'on met dans conventionnel. Parce qu'on a fait de la prospective dans ce pays, au niveau du Sénégal, qu'on a appelé AgroEco 2050, donc piloté par l'ISRA, le gouvernement et autres, qui nous montre les futurs de l'agriculture à l'horizon 2050, si elles sont basées sur l'agriculture dite conventionnelle uniquement, et si elle est basée sur l'agriculture dite écologique uniquement. Donc on se rend compte que lorsqu'on est sur le premier système, agriculture conventionnelle, on va suivre ce qu'on appelle un peu une loi normale en termes de production, c'est-à-dire qu'on va avoir une production galopante jusqu'à un certain moment, puis elle va décroître. Et les raisons pour lesquelles, c'est ce que je disais, donc la dégradation des bases productives, mais également de l'autre côté, toujours cette forme de production-là, parce qu'on est aussi face à un défi d'emploi, cette forme de production emploie moins de personnes. De l'autre côté, sur la forme de production dite agroécologique, on restaure au moins plus d'1 million de terres, 1 million d'hectares donc avant 2050. Et en même temps, parallèlement, on crée de nouvelles filières d'emploi. Parce qu'il y a toute une filière, donc que ça parte des semences, des bio-intrants ou d'autres éléments, on crée toute une filière pour dire que c'est une solution. Maintenant, la question naturellement de la coexistence, elle a été proposée. Un troisième scénario où on dit qu'il faut une coexistence verte. Maintenant, cette question de coexistence verte est plutôt basée sur des modèles, c'est-à-dire le modèle dit industriel ou bien entrepreneurial, on va dire, de pouvoir l'associer à ce système de production agroécologique plus orienté exploitation agricole familiale. Donc dans ce cas de figure-là, je pense que de manière sage, ce qui serait bon à promouvoir dans cette coexistence potentielle, ce serait d'avoir des entreprises agroécologiques, donc qui vont répondre à des principes de régénération, de production durable, mais tout en étant aussi dans des principes d'équité pour ne pas pouvoir on va dire supprimer les emplois ou bien en tout cas nuire à ces exploitations. De surtout mettre l'humain au cœur de cette activité-là et également le respect et la protection de l'environnement aujourd'hui. Famara, comment le soutien aujourd'hui renforcé de l'agroécologie peut également favoriser ce développement de l'agriculture familiale et par la même occasion la promotion du consommé local? Puisque elle l'a rappelé tout à l'heure, Absa, l'agriculture également, l'agroécologie également est une filière qui emploie aussi une bonne partie, surtout à travers l'agriculture familiale, ce qui n'est pas forcément le cas pour l'agro-industriel. Oui, vous savez, l'agroécologie, il faudrait voir aussi sa dimension politique. Ce n'est pas tout simplement un mouvement social, des gens qui font du bruit, mais c'est une vision politique de dans quel monde on voudrait être demain.
Si c'est des questions d'aujourd'hui, on n'a qu'à aller manger du sable, mais c'est pour demain, où est-ce qu'on veut aller? Si vous vous positionnez comme un hélicoptère ou bien satellite et vous regardez la Terre, il y a la technologie. Elle peut nous montrer que la Terre est en train de se dégrader. Le principal acteur de cette dégradation, c'est l'humain. Ce n'est pas les moutons, les vaches ou bien les poissons, c'est l'humain. L'être humain. Et à cette tendance, à ce rythme-là, peut-être qu'un jour la Terre va exploser. À ce rythme-là, peut-être même, on va divaguer un peu, peut-être que Dieu aurait dit « j'ai regretté d'avoir mis l'homme sur la Terre parce qu'il est en train de dégrader ce génie ». Et parmi ceux qui est en train de le dégrader, de dégrader la Terre, les causes, l'agriculture fait partie, effectivement. Mais quelle agriculture? C'est beaucoup plus cette agriculture industrielle. Pour preuve, quand un agro-industriel basé sur l'agrochimie exploite ici, pendant le temps qu'il veut, peut-être pendant 10 ans, et les formes d'exploitation agricole familiale que l'on connaît, peut-être basées sur l'agroécologie, exploitent la même surface à côté pendant un même nombre d'années, supposons 10 ans. Au bout des 10 ans, l'agro-industriel est dans le souci, voudra quitter sa terre parce qu'il l'a complètement dégradée. C'est pourquoi pour nous, l'agroécologie est une grande orientation pour le futur demain. Et pourquoi maintenant elle doit être basée sur les exploitations agricoles familiales? Toujours la dimension politique. Toutes nos politiques, il n'y a pas une qui va échapper dans nos pays. Ils parlent de l'emploi. Mais dans de rares cas, pour ne pas dire jamais, on considère que celui-là qui est dans son champ est un professionnel agricole, le paysan. Il faudrait aller vers ça, que l'on reconnaisse ça comme une profession et qu'elle puisse bénéficier de tous les avantages sociaux que l'État offre à un fonctionnaire lambda. D'ailleurs, l'accès même à cette terre aujourd'hui est beaucoup plus facile pour ces agro-industriels que pour ces agriculteurs qui peut-être ont cultivé ces terres depuis un siècle, voire même plus. C'est pourquoi on parle qu'il y a une grande dimension politique et on ne doit pas avoir la paresse de s'asseoir dans nos séminaires et de réfléchir sérieusement vers là où on va aller. Quand on parle d'innovation, ce n'est pas l'innovation que j'ai créé un BIC, mais aussi ça peut être une innovation sociopolitique pour des orientations. Parce que tout ce qu'on est en train de mettre là, à 90%, c'est du copier-coller du colon. L'autre partie, la capacité de l'agroécologie à nourrir. Les Nations Unies, nous supposons et nous croyons que ça sort des données, en tout cas fiables, recommandables et sûres. Autour des années 2008, on sortit un rapport des deux. L'autre c'est CNUSED, l'autre c'est, j'ai oublié, un PNUE, des choses comme ça. On appelle ça Agriculture at Crossroad, ou bien l'agriculture à la croisée des chemins. Il a montré que malgré l'introduction de l'agriculture industrielle, en Afrique, ça n'a pas permis d'augmenter les rendements. Ce même rapport, où on a utilisé 160 experts spécialisés indépendants de différents pays, 160 experts de 52 pays qui ont circulé différents écosystèmes pour des productions, vérifiant des productions industrielles ou agrochimiques et des productions agroécologiques. Leur conclusion, c'est que pour l'Afrique, pour demain, dans ces écosystèmes où nous sommes, l'agroécologie est la principale voie. Elle peut doubler les rendements si elle est retenue. Pas si et seulement si, puisque beaucoup d'entre nous, quand ils veulent évaluer un système de production, ils prennent tout simplement la dimension productivité-rendement, alors qu'il y a beaucoup d'autres éléments. Et la recommandation, c'est qu'il faudrait aller vers l'agroécologie si on veut un futur meilleur pour l'Afrique. Aller vers l'agroécologie pour un futur meilleur pour l'Afrique, c'est d'ailleurs ce que promeut la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal, la DITAES, qui est un réseau national également multi-acteurs pour une mise à l'échelle de l'agroécologie. Chaque année d'ailleurs, vous organisez cette caravane nationale de l'agroécologie dans les 14 régions du Sénégal. La caravane a eu lieu en mai et bientôt, je pense en ce mois de septembre, vous allez procéder à la restitution. Quel bilan tirez-vous de cette édition 2025 de la caravane de l'agroécologie organisée par la DITAES? Alors l'objectif de la caravane va beaucoup résonner avec le raisonnement de Famara tout de suite. C'est que
après plusieurs années, parce que cette année-ci était notre 3e édition de la caravane, où à chaque fois on a fait des propositions concrètes aux autorités. Il y a eu des décisions qui ont été prises en ce sens, mais on s'est rendu compte que ce qui manquait pour le Sénégal, c'est finalement institutionnaliser l'agroécologie. Et comme aujourd'hui c'est en train d'être fait dans d'autres pays au niveau de l'Afrique, de manière globale, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est et autres, nous avons réfléchi au niveau du Sénégal, donc quand je dis nous, c'est et la DITAES et le ministère de l'Agriculture, à travailler sur une stratégie nationale d'agroécologie. Et donc ce processus-là a démarré en termes de réflexion plus tôt dans l'année, au mois de janvier. Et en avançant dans la réflexion, nous nous sommes rendus compte que pour que cette stratégie soit réellement représentative et qu'elle soit en tout cas le reflet des besoins des communautés, il nous fallait, au cours de cette édition de la caravane de la DITAES, nous focaliser sur les attentes, les besoins des acteurs de l'agriculture de manière générale vis-à-vis de cette stratégie nationale d'agroécologie qui est en cours d'élaboration. Donc aujourd'hui, je pense que au-delà des initiatives toujours remarquables, visitées et toujours innovants en termes d'agroécologie, ce qui ressort ou ce qui transparaît le plus de cette caravane-là, déjà, c'est le sentiment partagé de ce besoin d'aller vers une stratégie nationale d'agroécologie, mais également c'est l'intelligence collective qui se développe et qui montre que lorsqu'on va aller convoquer les acteurs et leurs réflexions, ils proposent aujourd'hui des recommandations qui sont non seulement opérationnelles mais également d'ordre stratégique. La question de la reconnaissance et ces aspects-là sont certes pris en compte dans la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale, mais on voit aujourd'hui au niveau de la caravane et de toutes les discussions ce besoin-là d'intersectorialité. Par exemple, si on prend une recommandation politique concrète qui ressort de cette caravane, il y a une recommandation d'intersectorialité aussi politique qui est ressortie pour montrer qu'au niveau local, parce que les acteurs nous disent qu'on a le secteur de l'agriculture qui vient, on a les impôts et domaines qui viennent pour le foncier, on a le commerce qui vient, etc. Donc on a tous ces secteurs-là qui sont au niveau central dirigés par des politiques nationales, qui viennent et qui interviennent dans nos vies, pourtant qui convergent tous vers l'agriculture ou l'agroécologie de manière plus globale. Et c'était d'ailleurs l'appel lancé dès la première partie par Famara sur la nécessité aujourd'hui de travailler à cette intersectorialité entre tous ces acteurs qui travaillent sur la question de la nutrition ou de l'alimentation en général. Et je reste avec vous, Absa, pour parler toujours de l'agroécologie. Peut-elle, à votre avis, contribuer à accélérer l'ODD2 relatif à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition, promouvoir également une agriculture durable? Tout à fait, surtout si on reste sur les aspects de développement durable. Bon, on est bientôt en 2030, je pense qu'on fera beaucoup de bilans mondiaux. Mais pour encore citer, je pense, tout de suite la réflexion qui a été faite par Famara, mais également, je pense aujourd'hui, un ensemble de démonstrations scientifiques, paysans, on se rend compte que pour avoir une production ou une productivité et en prenant en compte les différentes dimensions de l'agriculture, donc sociale, économique ou culturelle, qui garantit en tout cas cette sécurité alimentaire, avant même de parler de souveraineté, au niveau des consommateurs, de manière générale de la population, il nous faut un mode de production qui est là, qui délivre, mais qui également est durable. Et donc l'agroécologie aujourd'hui répond directement à ce besoin-là. Et Absa l'a dit tout à l'heure, Famara, la nécessité également d'aller vers cette institutionnalisation aujourd'hui de l'agroécologie. Vous concernant, estimez-vous que cette agroécologie est suffisamment soutenue par les pouvoirs publics, surtout dans l'élaboration des politiques publiques relatives à l'agriculture ou aux politiques agricoles? À la décharge des pouvoirs publics, nous dirons actuellement c'est pas suffisamment. On peut faire mieux, on peut beaucoup faire davantage. Quand je dis à leur décharge, c'est parce que jusque-là,
la majeure partie des gens qui sont à ces positions sont le fruit des écoles d'agronomie. Je vais citer celui de la Tunisie qui a formé peut-être les premiers agronomes de l'Afrique ou bien de l'Afrique francophone. C'était purement dans le modèle industriel. Il faut amener de nouvelles semences, il faut amener, je ne sais pas, des pesticides, des engrais, des choses comme ça. Ils sont moulés dans ça. Et la voie de l'agroécologie, c'est vrai qu'elle est sortie depuis les années 80 dans divers noms, mais son essor, c'est autour des années 2015. Donc c'est normal, plus ou moins, que nos administrations, nos institutions soient un peu à la traîne. Heureusement, dans presque toutes les universités du Sénégal, cette question d'agroécologie est en train d'être prise en charge par les curricula, ou bien au moins des sessions de forme des modules à l'intérieur. Et donc bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, dans ces ministères, il y a des agents qui seront déjà sensibles à cette question. L'autre, donc, il y a bien à faire. Maintenant, là où nous voulons saluer la démarche de la DITAES, la démarche et le processus et tout le travail qui est en train d'être fait à travers ces caravanes. Vous savez, ces caravanes ne vont pas pour prêcher, sensibiliser, discuter avec des gens qui sont déjà acquis à l'agroécologie. Mais c'est plutôt des gens qui sont issus de nos communautés et qui, peut-être depuis 1960, ont subi ce qu'ils appellent l'encadrement agricole, un mot à changer, ce qui signifie la vulgarisation, reste principalement basé sur des principes d'engrais, de semences dites améliorées ou certifiées, etc. Et c'est auprès de ces gens que les discussions ont eu lieu, en présence peut-être des représentants de l'État, préfets, sous-préfets, etc. Et ces communautés qui pendant 40 ans, ont été sensibilisés, encadrés, vulgarisés, je ne sais pas quoi d'autre, sur un autre système, se voient aujourd'hui très réceptifs et très en phase avec le discours porté par la DITAES. À AFSA, c'est ça qui nourrit notre discours auprès de l'Union africaine. Et comme elle le dit, ce qui se passe au Sénégal est en train de se passer dans beaucoup de pays. J'ai l'impression, et je suis très optimiste, que ce sera irréversible. C'est vers ça qu'on va aller parce que les gens se retrouvent dans ça. La création de connaissances. Il ne faudrait pas qu'un groupe restreint, qui va s'auto-appeler élite, aille écrire quelque chose et dire à toute la masse, faites ça. Mais le fait que ça vienne de la masse et dire, voici ce que l'on veut, c'est ça qu'on signifie, qu'on appelle co-création de connaissances. Ce qui témoigne également d'un certain regain d'intérêt, en tout cas sur le continent africain, pour l'agroécologie et même une vulgarisation aussi notée de ces savoirs dites endogènes, dit autant pour moi endogènes, et autres savoirs traditionnels qui davantage sont portés également à l'échelle pour promouvoir cette forme d'agriculture durable qui respecte également la nature. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission Famara. Je rappelle que vous êtes chargé de programme Afrique de l'Ouest à l'Alliance pour la souveraineté alimentaire AFSA. Merci encore d'avoir été avec nous et ce fut un plaisir aussi de partager ce plateau avec vous. Je suis très content d'être ici. Merci à nos auditeurs, merci à Medi 1 TV et merci aussi à ma collègue Absa. Merci également à Absa Mbodj pour la disponibilité également dont vous avez fait montre. Je rappelle que vous êtes du secrétariat de la DITAES, la dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal. Ça a également été un plaisir Absa de partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup également à vous, Monsieur Sow, votre équipe et à Famara pour ce brillant échange. Merci également à tous les deux pour la générosité intellectuelle. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programmes sur nos antennes.